Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien ce soir. Aujourd'hui, on se retrouve avec des abonnés pour qu'on se raconte ensemble tranquillement des petites histoires effrayantes. Aujourd'hui, on est dans un épisode spécial paranormal. Je ferai peut-être pour un prochain épisode où on se raconte des histoires autour de rencontres effrayantes qu'on a pu faire dans la rue ou au taf, n'importe. Donc je vous invite à m'envoyer par mail vos histoires, à me les partager. Voilà, je prendrai le temps de les lire, je me poserai tranquillement. On est avec Mirella, Cécile et Lucas. Je suis content d'être là. Est-ce que vous êtes content d'être posé avec moi là tranquille? L'ambiance, c'est ok? Super. Une note sur 26. 26, hein. 26 sur 26 pour moi. Ouais, 26. Le décor est assez particulier comme vous le voyez. C'est une maison qui nous a été prêtée par un mec de 16 ans. C'est Swan, il est trop gentil. Il nous a prêté son escape game. Voilà, je vous mets tout en description pour ceux qui veulent aller voir. Est-ce que Lucas, toi, t'aurais une petite phrase, un petit mot qui définirait un peu ton histoire? J'aime bien faire ça. Ouais, une petite phrase. Alors moi je vais dire, cette nuit-là me hante encore aujourd'hui. Tu vas raconter un truc qui t'a vraiment traumatisé. C'est ça, ouais. J'en paye encore un peu les frais, ouais. Tout à fait. Mirella, c'est quoi toi? Le bracelet de l'au-delà. Et toi, Cécile? La maison hantée par une entité ou plusieurs. Ou plusieurs, tu sais pas? J'ai jamais vraiment su. J'attendais de savoir si vous allez me demander. Les grossiers. C'est terrible, moi jamais on me demande à tout. Alors Léo, est-ce que tu peux donner un petit nom à ton histoire, s'il te plaît? Alors moi c'est assez particulier, c'est pas une histoire que j'ai vécue, c'est une histoire qu'a vécue une personne, une famille en l'occurrence. J'appellerais cette histoire le déserteur. Et vous comprendrez pourquoi après. Je propose à Mirella de commencer à nous raconter sa petite histoire, si t'es chaud. Bien sûr. Donc ça se fait en plusieurs étapes. Le bracelet en question est lié à la mort de mon père. Donc j'étais très proche de lui. Il faut savoir que je viens d'une famille très cartésienne, très scientifique. Papa professeur universitaire, maman gynécologue. Si je le dis pas, elle sera pas contente. Donc voilà, gynécologue. Et je suis fille unique. Je viens de Belgique, de la ville de Liège. On s'est déplacé sur tournée près de Lille pour justement se rapprocher pour le travail de ma mère. J'ai vécu déjà dans une maison qui est un petit peu particulière, toute seule. À 28 ans, malheureusement, mon père décède. Comme ma mère était souvent partie au travail, c'est lui qui s'occupait beaucoup de moi. Donc j'étais très proche de mon père, j'avais un lien très fort. Suite aux événements qu'il y a eu dans cette maison de manière assez régulière, moi forcément je crois au paranormal. Parce qu'il n'y a pas d'explication rationnelle par rapport à tout ça, y compris des rêves prémonitoires, des choses comme ça. Donc voilà, des ombres qu'on voit, enfin des trucs très bizarres. Il y a du monde dans mes escaliers, il semblerait. Donc voilà, totalement. Et mon père n'y croyait pas du tout. Ma mère n'aime pas trop en parler, elle a un petit peu peur de ça, je pense. Elle est d'origine roumaine, elle est de l'Est. Et donc je pense qu'ils sont superstitieux un petit peu plus par rapport à ça. Et mon père, il avait des gros soucis de cœur, il avait plus que 20% de son cœur qui fonctionnait. Donc on savait très bien qu'on était quand même un petit peu en fin de vie. C'était quelqu'un qui était très drôle, qui était très solaire, voilà. Mais tout ce qui concerne le paranormal, forcément, voilà, on rentrait pas trop là-dedans. Et un jour, je lui avais fait la remarque en disant j'aimerais bien que tu, le jour où tu vas décéder, parce qu'à un moment donné, malheureusement, tu vas décéder, j'aimerais bien que tu me fasses un signe. Alors, j'ai pas dit quel signe, pour moi c'était un signe, c'était déjà pas mal. Mon père s'est moqué de moi gentiment, il m'a dit, parce que j'avais un petit surnom, donc il me disait cacahuète. Donc il m'a dit, oui cacahuète, ça peut te faire plaisir. Il a éclaté de rire, il m'a dit, mais tu sais, on est poussière et on redevient poussière. Donc il n'y a rien après la mort, c'est le néant, il n'y a rien. Donc tu vas être déçu. Et moi je lui ai dit, mais non, je veux quand même essayer, je sais que tu ne me crois pas à ça, c'est pas que je vais avoir raison, mais j'aimerais bien effectivement avoir un signe, quelque chose que tu vas bien, enfin voilà. Voilà. Et donc on m'a dit, bah si tu veux, et si je sais le faire, si je peux, je le ferai. Voilà. Ça c'était en janvier, il est mort 3 mois plus tard, le 4 mars, on n'est pas très loin de la date actuellement. Donc il décède en plus tard le soir, justement de ce problème de cœur, et il décède, il avait un logement séparé en fait par rapport à nous, donc il vivait en fait dans le grenier qui avait été réaménagé dans la maison, parce que mes parents étaient théoriquement séparés, mais il s'occupait de moi, de la comptabilité de ma mère, etc. Donc voilà, il avait son propre logement ailleurs, et il est mort dans mes bras. Donc ça s'est assez mal passé entre guillemets pour moi forcément. J'ai cru jusqu'au bout que c'était juste une crise et que ça passerait, et pas du tout en fait. Et donc après l'enterrement donc est en train d'arriver, je voulais me mettre quelque chose en fait de noir en fait autour de moi en fait, en signe de deuil forcément. Et mon père, il avait une passion très forte en dehors de l'enseignement, qui était plutôt juste pour gagner sa croûte. C'était la bijouterie. Donc oui, il adorait tout ce qui était les pierres semi-précieuses. Donc il créait des colliers, des bracelets, des bagues, etc. Moi, il m'avait créé, quand j'avais 14 ans, toute une parure de différentes pierres semi-précieuses, améthystes, pierres de lune, ce que vous voulez. Moi, à 14 ans, vous pensez bien, c'est pas trop le délire. À l'époque, c'était les colliers en plastique autour du cou, hein, c'était les Spice Girls, donc forcément, voilà, c'était autre chose. Moi, j'ai ça de côté. Et il avait fait un bracelet en onyx, qui est une pierre noire très dure, très solide, un petit peu comme ça, pas lumineuse, mais un peu plus
un peu plus éclairé. Et donc moi je l'avais mis autour de mon bracelet en retrouvant donc cette fameuse parure. Et j'avais dit c'est très bien, ça fera le symbole entre mon père et le moment difficile que j'étais en train de vivre. Et le jour de l'enterrement, devant justement le corbillard, les gens en fait prennent donc le cercueil de mon père pour l'introduire dans le corbillard. Il fait un peu gris, etc. Moi, forcément, je suis un peu triste. Il y a mes amis autour de moi qui sont là. Et le collier, à ce moment-là, il se casse net. Juste au moment où on introduit en fait ce corbillard, ce cercueil dans le corbillard. Et moi, je ne pense pas au surnaturel à ce moment-là, bizarrement, mais forcément. Je me dis, zut, déjà qu'il y a ça, et en plus maintenant il y a le collier qui casse, il va falloir le réparer, c'est bien le moment, etc. Et donc il y a mes amis devant mes pleurs, mais un peu nerveux, ils sont tous en train de ramasser dans les graviers tout le bracelet, etc. pour que je puisse le réparer. La journée se passe, etc. Je fais réparer le collier, le bracelet. Je l'amène à la bijouterie au centre-ville. Il y a une très bonne bijouterie que mon père connaissait bien. Donc je lui dis, voilà, est-ce que tu peux réparer comme il faut, etc. Il me dit, tiens, c'est bizarre que ça a cassé parce que c'est du double nylon, on ne fait plus ça maintenant, etc. Donc maintenant c'est plus en élastique, ce genre de choses. Et donc il dit, tiens, bon, ok. Donc il répare et tout, pas de souci. Un mois plus tard, après la date donc, du décès de mon père, je vais chez mon meilleur ami. On passe une soirée tranquillement ensemble parce que justement, j'avais besoin de m'aérer l'esprit. Il est là pour moi, c'est un peu comme mon frère à ce moment-là. Et il dit, tiens, on va regarder un épisode qui va un peu te sortir les idées. Voilà, une petite soirée. On regarde One Piece. Et on est tranquillement assis, je bouge pas, je fais rien de particulier. Lui, à un moment, il me regarde, on est tard le soir, et il remarque, il me dit, ton bracelet, tu l'avais pas réparé? Et moi, je dis, si, je l'ai réparé. Et il me dit, mais il est cassé. Je dis, comment ça, il est cassé? Et effectivement, mon bracelet était de nouveau cassé alors que j'avais vraiment le poignet bien placé. Et là, j'ai regardé quand même l'heure. Il était 23h17 et c'était l'heure de la mort de mon père. Et là, j'ai dit, tiens, ça c'est bizarre quand même. Waouh, d'accord. Et je n'ai plus voulu réparer ce bracelet par contre. Donc là, j'ai plus osé. Je l'ai placé dans une enveloppe, je l'ai gardé à la maison et je n'y ai plus touché. Par contre, ce qui s'est passé, il y avait un événement quand même qui s'est passé entre-temps. Après, on me croit ou on ne me croit pas, hein, c'est toujours les mêmes choses avec le paranormal. Ma grand-mère maternelle, donc c'était la dernière qui me restait, elle est décédée à ce moment-là à plus de 90 ans, en Roumanie. Ma mère doit forcément se déplacer, c'est une catastrophe parce qu'elle est décédée en fait quasiment au même moment que mon père. Donc en termes de timing, ça se passe assez mal. Moi, je me retrouve toute seule en fait à la maison. J'ai juste un chien, mais voilà, il n'est pas dans la maison à ce moment-là. Et je me repose un peu donc en après-midi. Je suis assez fatiguée, émotionnellement forcément, ça me prend un peu. Et je ressens ce que j'ai senti quand j'étais adolescente, c'est-à-dire j'ai senti que l'atmosphère changeait dans ma pièce. Voilà, c'est particulier. C'est une atmosphère, on sent qu'elle change, que quelque chose change. Moi, j'étais à moitié endormie, donc je me dis tiens, il y a quelque chose de bizarre, mais sans plus. J'avais plus senti ça depuis peut-être 10 ans, quelque chose comme ça. Et j'avais un peu froid. Je me souviens parce que j'étais allongée comme ça dans mon lit, exactement. Et flemme, je me dis, j'ai pas envie de remonter la côte qui m'arrive là. Voilà, j'étais en train de réfléchir à ça. On me croit ou on me croit pas, la couverture, elle a monté d'elle-même toute seule autour de mon cou. Et moi, je suis restée comme ça, et je suis là, ok, ça recommence, alors que ça n'avait plus recommencé depuis autant de temps, je dis, qu'est-ce qui se passe? Je me pose la question en me disant, est-ce que c'est gentil ou ça me veut du mal? Parce qu'à un moment donné, c'est bien gentil de mettre ça autour du cou, mais ça peut m'étrangler, éventuellement, on ne sait jamais. Et en fait, je suis surprise, ça monte, ça se met autour du cou et ça me borde, comme un bébé, littéralement. Un truc qu'on m'a pas fait de mon adolescence en France. Et vraiment, ça me borde pour que ce soit bien autour du cou, que j'ai pas froid. Et je suis très surprise, je suis là vraiment comme ça, allongée dans le lit, vous imaginez, je suis en mode, ok, tout va bien, tout se passe bien. Et je sens qu'on se rapproche de moi, je sens qu'il y a du froid au-dessus de moi, et je sens qu'on m'embrasse le front, chose qu'on m'a jamais fait dans ma famille, même si j'étais proche avec mon père. On m'embrasse sur le front, et j'entends des pas, et j'entends que ça tourne autour de mon lit, que ça part en fait. Et moi, à ce moment-là, je me redresse complètement, je dis, papa, est-ce que c'était toi? Et là-dessus, je sens que l'atmosphère a changé de nouveau, elle est devenue pareille. Ça n'a jamais traversé ma chambre, ça n'a jamais traversé jusqu'à la porte, ça a disparu. Ok, ça s'est évaporé quoi là? C'est ça, exactement, oui, c'est l'idée que ça donne. Et donc c'est très particulier. Quelques années plus tard, je fais de l'improvisation, du théâtre d'improvisation. Dans ma ville, il y a donc une troupe qui s'appelle les Souffleurs de mots, qui ont l'air très sympas. Je les connais parce que je connais en fait le frère d'un joueur sur place. Et donc finalement, je rentre petit à petit, je m'entends très bien avec eux, etc. Et je rencontre une jeune fille, et cette fille, je vais l'appeler Natacha. Voilà, parce que je ne sais pas si elle voudrait que je dise son histoire comme ça. Natacha, elle s'entend très bien avec moi tout de suite. Moi, un petit peu moins sur le coup, parce que sur le coup, elle fait un petit peu Barbie, un peu
superficielle d'apparence et donc forcément c'est pas voilà, je fréquente un peu moins donc là tu me dis bon voilà, mais finalement elle n'est pas du tout comme ça. Un jour on va en repas donc un samedi midi dans le centre-ville avec 2 autres amies, dont une qui est toujours amie d'ailleurs avec moi à l'heure actuelle. Pendant qu'on fait donc notre commande et qu'on attend, elle se met donc elle à ma gauche, elle m'attrape le poignet, elle ne connaît pas l'histoire, elle sait que je suis proche de mon père, mais elle sait qu'il est décédé, mais sans plus. Elle m'attrape le poignet et elle me dit très sérieusement, tu me crois ou tu me crois pas, j'en ai rien à faire. Mais ton père est à côté de moi et il est en train de me dire que le bracelet qui est noir, qui a cassé le jour de l'enterrement, c'est lui. Autant vous dire que les frites, c'était un peu plus compliqué après à passer. Mais donc là-dessus, je la regarde un peu comme ça, parce que moi, je crois que c'est naturel, mais évidemment, le truc médium, j'ai un peu plus de mal, parce que je sais qu'il y a beaucoup plus d'escroqueries, etc. Elle est en plus très scientifique, hein, c'est une chimiste, hein, donc c'est une laborantine, donc vraiment, on est sur quelque chose de très, très scientifique cartésien. Et donc je suis surprise et je dis ah ok là-dessus. Puis après je lui pose des questions, je lui dis est-ce que tu connais ces personnes-là, est-ce que tu connais l'histoire? Pas du tout, jamais vu, jamais connu, etc. machin. Et en la fréquentant, effectivement après on est devenus très amis. Et effectivement cette fille, elle a des choses incroyables chez elle. Elle entend les morts plutôt, c'est plutôt ça. Elle sait lire dans les photos. Moi je lis dans les cartes depuis l'adolescence, mais elle vraiment c'est vraiment très particulier. Elle les entend, etc. Enfin, c'est voilà très très spécial. Et donc à ce moment-là, forcément, l'histoire du bracelet est restée un peu comme ça. Et par après, mais là, c'est pas lié directement au bracelet, mais je crois que j'ai vu mon père par après lors d'un voyage où il y avait une situation qui était assez compliquée pour moi et assez déprimante. Il m'est apparu au pied de mon lit, en fait. Je l'ai vu apparaître morceau par morceau, des pieds à la tête. J'ai vu d'abord la main, donc la main de mon père sur mon genou, parce que j'étais donc allongée. Et donc c'est cette main qui est apparue, et puis tout le reste est apparu, et de manière colorée, mais un peu transparente comme ça. Très spécial, c'est une couleur mais plus fade. Il était par contre totalement, comme c'était quelqu'un de très souriant, il était totalement apeuré. Il était bloqué sur mon genou, je ne sais pas pourquoi, je n'ai toujours rien eu, j'espère toujours pas. Mais effectivement, il y avait quelque chose qui n'allait pas, il était vraiment paniqué. Et moi forcément de l'autre côté, ça fait un peu bête à dire, mais je vois mon père, je me dis bon, je suis complètement réveillée, je dis papa, je suis de l'autre côté du lit, s'il te plaît, retourne-toi, regarde-moi. Il était bloqué intégralement sur ça. Et puis après, ça, de nouveau, il s'est effacé en fait. Tu l'as reconnu, ton papa? Ah oui, complètement. C'est la main de mon père, c'était vraiment tout. Il n'y avait rien. Et t'as pas eu peur à ce moment-là? Tu t'es pas effrayée du truc? C'est surtout que j'étais très loin en plus du lieu où j'habite, donc j'étais un peu surprise qu'il ait apparu comme ça dans ce moment-là. J'étais en voyage en sac à dos à Hong Kong, donc vraiment très très loin de chez moi. Et ça se passait bien, en plus le voyage, donc il n'y avait pas de souci. Mais effectivement, oui, et depuis, je n'ai plus, entre guillemets, personnellement, de contact directement comme ça avec lui. Voilà, ça c'est l'histoire du bracelet. Bravo Mirella. Je t'applaudis. Bravo, waouh, pour l'avoir raconté, ça te paraît pas surréaliste quand tu vois ça? Je veux croire que c'est mon père parce que je comprends pas pourquoi la fille m'aurait dit ça, qu'elle ne me connaît pas du tout en fait et qu'elle a ressorti ça. Et c'est vrai que c'est un petit peu particulier, le bracelet qui casse à tel moment et qui recasse un mois plus tard à telle heure, etc. C'est vrai que c'est des événements un peu particuliers, mais je pense que tu seras d'accord avec moi, quand on vit dans une maison un peu particulière, à un moment donné on est habitué à certains événements et il y en a qui font plus peur que d'autres parce que ça paraît surprenant et peuvent être parfois désagréables et d'autres par contre tu es habitué à force. Parce que tu sais que ça ne te veut pas du mal, et puis bon, ça arrive d'une certaine façon au quotidien. Donc voilà, mais c'est vrai que là, oui, je l'ai surprise et j'espère effectivement que mon père était présent à ce moment-là. Cécile, toi, tu es du coup médium, pour préciser un petit peu aux gens, tu as des dons de médiumnité. Est-ce que tu as ressenti un truc quand elle a raconté son histoire, Mirella, ou voilà, une émotion particulière? J'ai ressenti l'émotion, par contre, son amie qui est un peu de nature scientifique et qui lui dit, qui connaît pas du tout son histoire, et qui lui dit écoute là le bracelet, tu me crois ou tu me crois pas, le jour où il a cassé, c'était ton père, c'est un message médiumnique, c'est son père qui lui a transmis pour que sa fille puisse avoir le message. Et du coup, moi ça me fait penser à une question, ce que tu viens de dire, du coup je me permets de rebondir. Quand c'est comme ça, pourquoi est-ce que les défunts ils s'adressent pas directement à la personne concernée? Alors moi je suis assez loin de ce monde, je connais pas trop, mais... Parce que je pense parfois qu'il y a des personnes qui n'entendent pas. Ok. Peut-être qu'ils sont dans le déni un peu. Ils sont dans le déni, Okay. ou ça fait peur, fermé, ou sinon Okay. ils ont une vie à 100 à l'heure et puis ils écoutent pas. Et puis c'est plus difficile d'avoir des messages des personnes qu'on connaît qui sont décédées que des personnes qu'on connaît pas. Balèze d'histoire. Ouais, merci beaucoup Mirella encore. Lucas, je t'en prie pour que tu nous racontes la petite histoire. Yes, à mon tour. Ok, parfait. Alors du coup, moi, je vais tout d'abord commencer par dire que donc aujourd'hui on est au début mars. Mon histoire elle a 1 an bientôt, dans 1 ou 2 jours. Donc là je
quasiment, j'espère, à la fin de la boucle. En tout cas, ça fait bientôt 1 an que j'ai vécu ce que je vais vous raconter. Pour poser un petit peu un contexte, moi, de base, je suis assez effrayé par justement le monde de l'étrange, de l'horreur. J'ai pas spécialement de... J'ai eu une appétence que très tard, assez récemment, depuis que je connais la personne avec qui je vis, qui elle est totalement fan de films d'horreur, de cold case, tueurs en série et tout. Et donc elle m'a mis un peu là-dedans, mais de base, moi j'étais pas trop film d'horreur, au contraire j'ai été peureux assez tard et tout. Par contre, j'ai été très souvent sujet, depuis que je suis jeune adolescent, on va dire, à ce qu'on appelle des paralysies du sommeil. Et donc l'histoire que je vais vous raconter, elle est en rapport avec ça. Parce que donc, il y a 1 an, j'étais tranquillement chez moi dans mon lit en train de dormir. Je me réveille, je sens que je suis dans une paralysie du sommeil et en fait voilà, la chambre dans laquelle je dors, elle est faite de sorte à ce que le lit, en fait, est juste en face de la porte qui mène au salon. Moi je suis sur le côté gauche du lit, mais ma conjointe qui est sur le côté droit, elle est vraiment pile en face de la porte du salon, elle voit tout ce qui se passe dedans. Moi je vois beaucoup moins parce que du coup je suis de l'autre côté, mais voilà, je vois un petit peu ce qui se passe dans le salon quand même. Je me réveille, je comprends que je suis en paralysie du sommeil, comme je commence à avoir l'habitude, je m'inquiète pas. Mais déjà, il y a quelque chose qui diffère de toutes les autres paralysies du sommeil que j'ai fait jusqu'à maintenant. C'est que là, j'entends qu'on me parle. J'entends que quelque chose parle à mon oreille droite. Vraiment comme s'il y avait quelque chose derrière moi, en fait, au-dessus de moi presque, qui était en train de me parler de... Je sais pas ce que c'est, je pense que c'était peut-être des rituels un peu occultes ou quoi, mais ça me parle d'œufs, de sable, enterré dans du sel, enfin c'est... Est-ce que ça dit des phrases, des mots? C'est que des mots, c'est quoi en fait? Bah en fait, comme si quelqu'un lisait une page de livre en fait, et qui disait voilà, j'ai pris les œufs, je les ai enterrés dans du sable et du sel, machin et tout. Et donc moi je trouve ça bizarre. Et l'autre truc, c'est que dans ma paralysie du sommeil en fait, moi et ma conjointe, avec la vision que j'ai, je comprends qu'on a inversé nos places. Ok. Bah lourd. Attends, la lumière bug? Ouais, et puis un truc est tombé aussi. Du coup, je vois qu'on a inversé nos places, donc je trouve ça hyper bizarre parce que vraiment les places qu'on a depuis qu'on dort ensemble, en fait, on a toujours les mêmes. Il n'y a aucune raison on n'aurait pas pu s'échanger pendant la nuit. Voilà. Moi, je suis pas somnambule, elle parle un peu dans son sommeil, mais voilà, sans plus. J'essaie de m'endormir et tout, et puis au bout de ce qui me semble peut-être 5-10 minutes, je vois que ça passe pas, je suis toujours paralysé. Alors j'ai l'impression que je pense qu'en réalité, je suis resté moins longtemps paralysé, mais ça me paraît 5-10 minutes. Et donc je finis par rouvrir les yeux. Et là, en fait, au milieu de mon salon, je vois une silhouette noire, assez grande, un peu plus grande que moi, donc je dirais quand même 1m90, quelque chose comme ça. Toute noire, je peux ni distinguer ses yeux, je peux pas distinguer ses doigts, vraiment c'est une silhouette humanoïde avec 2 bras, 2 jambes, une tête, un buste, voilà. Mais je peux pas distinguer de détails. Je sais pas si elle est face ou dos à moi, et je commence à avoir peur parce que en général, donc j'ai déjà fait des paralysies du sommeil où je vois quelque chose de flippant et tout, qui vient sur moi ou quoi, enfin qui s'approche. Et donc je me suis dit putain, si c'est ça, genre relou, tu vois. Et donc la chose, si je puis dire, commence à s'éloigner pour le coup. Ça s'éloigne, donc du coup je me dis bon bah cool, en fait elle se dirige vers ma porte d'entrée, donc c'est super, elle traverse le salon. Et en fait, je vois cette chose commencer à escalader le mur du fond de mon salon. Ça m'a vraiment fait peur, je me suis sursauté là. Et donc du coup, ce truc-là commence à escalader le mur de mon salon et en fait traverse mon salon en fait en étant au plafond. Tu vois, c'est comme si le truc allait escalader, je sais pas, le mur du fond de la pièce, tu vois, et venir en fait traverser la pièce, tu vois, mais par le plafond. Et donc je me dis, je commence à avoir peur, tu vois, je sens que mon cœur il tape. En plus, tu sais, dans ce genre d'ambiance, il y a très peu de lumière, il y en a un petit peu par l'ouverture des volets, mais c'est très sombre. Je vois cette chose, cette espèce d'ombre en fait arriver de plus en plus vite vers moi, et en fait au moment où elle passe en fait la porte qui sépare le salon et la chambre, je ferme les yeux et je parviens après à bouger et à me réveiller. Alors déjà, première chose étrange, quand je me réveille, je suis à la bonne place, donc avec ma femme, on n'a pas du tout inversé nos places, on est vraiment à la même place normale. Mais du coup, bon, moi je suis en stress de fou, alors je prends mon téléphone, je vais sur les réseaux, tu vois, je vais mater une vidéo de Léo sur YouTube. Le bon, t'es vraiment bon. Et donc j'arrive pas à me rendormir, donc je passe facile 2 heures comme ça. Et là, ma conjointe me parle, alors dans son sommeil, et ce qui est hyper troublant, c'est que déjà, je te jure, c'est vrai, elle me dit, en dormant, mais Lucas, pourquoi t'as pris ma place? Pourquoi on a échangé? Je te jure, elle me dit ça. Donc ça fait tout de suite écho au cauchemar que j'ai fait juste avant.
Donc moi je suis encore plus effrayé. Donc là je dis allez ça y est, je mets mon flash, tout, je compte pas m'endormir, ça y est. J'attends 6h du matin, je vais sortir le chien tranquille et tout. Je finis par m'endormir, je crois que j'avais rallumé la télé, j'avais essayé de faire en sorte de penser à autre chose et tout. Je finis par m'endormir, je me rendors. Une fois que je me réveille et tout, à l'époque donc je pars au travail, ma femme elle part au travail aussi, on se rejoint le soir et je lui dis ah putain d'ailleurs faut que je te raconte cauchemar de ouf et tout. Et en fait du coup je lui montre, il peut ouais nanana, il est passé par là. Et là, en fait je vais vous laisser voir directement. J'ai photographié ce que j'ai vu et en fait je vois ça au plafond. Je te laisse faire passer le téléphone après. Waouh! T'as 3 grosses griffes sur le mur, on dirait que c'est quoi? Des traces de... Ouais, des traces de doigts. Alors c'est le plafond. Hein. Il n'y avait pas ça avant? Non, c'est sûr et certain, il n'y avait pas ça avant. Ouais. Donc du coup, moi je suis assez effrayé. Elle me prend pas trop au sérieux. C'est pas trop qu'elle me croit pas, mais c'est que je sais pas, elle a un peu plus de facilité avec ce monde-là. Tu vois, vu qu'elle est un peu passionnée et tout. Elle me dit bah, c'est pas grave et tout machin. Et donc on reste là-dessus. Il se passe rien de fou les nuits d'après et tout. Mais par contre, l'année qui a suivi, donc de ce jour jusqu'à aujourd'hui, ça a été l'année la plus difficile de nos vies respectives. Juste après ça, son meilleur ami s'est tué en voiture. Il est mort vraiment d'une façon horrible, à des kilomètres de chez lui et tout. Il a laissé sa femme et son fils de 18 mois, enfin horrible. Moi j'ai eu un gros problème à mon boulot qui fait que que j'ai pas pu rester et tout. Elle pareil, elle a été en arrêt maladie pendant quasiment toute l'année. Enfin, en fait, on a eu des galères d'argent. Il n'y a eu que des événements. Là, plus récemment, en fait, moi, je fais de la boxe thaïlandaise depuis plusieurs années. Et en fait, du coup, je me suis aussi blessé à la tête. J'ai une commotion cérébrale un peu importante et donc j'ai pas pu pratiquer pendant des mois. Et en fait, je suis retourné dans mon ancien club parce que c'est un truc beaucoup plus familial. C'est que des Thaïlandais ou des Cambodgiens. Et eux, ils sont très, je vais pas dire religieux, mais tu sais, attachés à leur culture et souvent, ils sont bouddhistes. Et en fait, du coup, il y a un monsieur là-bas dans ce club qui s'appelle Pascal. Quand je l'avais rencontré à l'époque, il me dit voilà, moi je suis chaman. Et puis sans plus, tu vois. Et donc je reviens après des mois d'arrêt, donc j'ai vécu ce truc-là plusieurs mois en arrière et tout. Et donc je reviens, je vois Pascal et je vois qu'il me regarde trop bizarrement et tout. Donc je me dis ah peut-être qu'il fait un peu la gueule, c'est parce que je suis pas venu depuis longtemps. Je savais pas trop, tu vois. Et en fait, il me prend à part et là gros il me déballe des trucs dont il n'était pas au courant parce que j'avais pas eu de lien, j'avais pas écrit au club ou quoi, qui s'est passé dans mon année. Il me dit ouais tu dors plus parce que truc et tout machin, et il déballe des trucs sur moi, enfin qu'il pouvait pas savoir, tu vois. Et en fait il me dit que c'est en rapport avec ça, si jamais vraiment je veux et tout, il pourrait entre guillemets m'en débarrasser machin. Sauf que le problème c'est que cette personne, c'est pas gratuit ce qu'il fait et c'est même assez onéreux pour moi à ce moment-là. Du coup je refuse poliment. Et en fait, il continue à m'arriver des trucs. Parfois, je refais des cauchemars de cette entité qui fait la même chose, en fait, grosso modo. Alors parfois, c'est plus sous forme d'un cauchemar que d'une paralysie du sommeil. Parfois, c'est une paralysie du sommeil. Je le vois au milieu du salon, j'essaie de me rendormir. Des fois, ça passe, des fois moins et tout. Et je fais ça pendant un an. Et en fait, il n'y a pas longtemps, j'en ai marre. Parce que je veux pas trop stresser ma conjointe, alors j'en parle, mais pas autant que ce que je vis moi au quotidien. Et voilà, même quand je suis tout seul à la maison, parfois, je me sens pas hyper à l'aise. La nuit, c'est pire que tout maintenant. Enfin, pendant longtemps, j'ai fermé la porte de la chambre pour plus avoir de visite sur le salon. Et en fait, je commence un peu à essayer d'appeler à l'aide comme je peux et je vais sur Facebook et je trouve des groupes en rapport avec le paranormal. Ouais, vraiment. Il y a des gens qui m'orientent, mais enfin voilà, parfois c'est payant. Parfois, je doute un peu de leurs compétences et tout machin. Et il y a un mec qui m'écrit en privé et il me dit « Ouais, moi j'ai vécu la même chose que toi pendant des années, je vais t'en débarrasser gratos. » Il me demande des infos sur moi, genre mon adresse, mon nom, date de naissance, mon lieu de naissance et tout. Pareil pour ma copine, tu vois. Il me dit « Ok, c'est bon, vas-y, je fais un rituel chez moi et tu seras débarrassé et tout. » Et gros, il fait ça. Et le soir même, les phénomènes, ils empirent, tu vois. Mais genre, on a des appareils électroniques en mode qui étaient censés, enfin voilà, qui n'avaient plus de batterie et tout dans les tables de chevet qui se sont mis à fonctionner tout seuls. On a eu des lumières qui clignotaient, on a eu des jouets parce que donc ma copine elle a un petit frère, parfois il vient, et donc on a 2-3 jouets qui sont au-dessus d'une grande armoire en plus qui fait au moins 2,50 m, tu vois, donc c'est quasi pas accessible, et qui se sont mis en marche tout seuls et tout, et donc en fait ça a été, cette nuit-là ça a été vraiment le bordel. Vraiment, elle est très, elle est quand même assez terre à terre, tu vois, elle est plutôt friendly avec ça, elle dit toujours que c'est pas méchant et tout, mais là, elle a senti vraiment que ça allait pas, tu vois. Elle a eu peur et tout, et on a été obligé de sortir, d'aller marcher et tout.
Au-delà de ça, j'ai un chien qui a 2 ans maintenant. Lui, par exemple, tu vois, il est très sensible. Notamment, moi, par exemple, quand il va faire une connerie que je le dispute, ou alors que, je sais pas, il y a des copains à la maison que le ton monte un peu, ou peu importe, tu vois, parce qu'on parle fort et tout. Parfois, tu vois, quand il a l'impression qu'on l'engueule, en fait, il baisse les oreilles et, tu sais, il va se lécher les babines hyper fort. Mais il le fait que quand il a peur. Et des fois, je l'entends faire ça la nuit. C'est-à-dire qu'il dort sur le canapé du salon, tu vois, on met un plaid et il dort dessus la nuit. Et parfois, en pleine nuit, je suis réveillé et j'entends qu'il fait ça, tu vois. Donc c'est que potentiellement, il a peur de quelque chose, tu vois. Pour revenir à ce que je disais juste avant, le monsieur, je le recontacte, je lui dis, écoute, ton truc, ça s'est empiré et tout. Il me dit, ok, bah merde et tout. Il me dit, ok, bon, bah je vais faire un plus gros rituel ce soir. Et là, il me dit, ok, toi, de ton côté, il faut que tu achètes telle pierre, il faut que tu achètes de la sauge, tu fais tel truc, tu lis tel truc et tout. Il me dit voilà, tu fais ça dans chaque pièce de ta maison. Donc moi c'est un petit appartement, donc c'est allé vite. Mais je l'ai fait dans 2 pièces, enfin dans les 2 pièces principales en fait, chambre et salon. Et depuis ça, c'est parti, tu vois. Donc là ça fait, alors c'est récent, ça doit peut-être faire 1 mois et demi que je suis tranquille. Enfin voilà, moi je crois pas spécialement au paranormal de base. C'est quelque chose qui m'effraie. Et là le fait de voir qu'il y a quelque chose qui pouvait laisser une trace dans la réalité, mais que c'était au-delà de mon imagination, c'était chaud. Et c'était pas, cette trace-là n'était pas présente avant? Non, et en fait je vais t'expliquer pourquoi. Un jour je cuisine, et en gros je tombe avec le plat, et il y en a eu un peu sur le plafond, tu vois. Depuis ce jour-là, on prête particulièrement attention au plafond, parce que du coup on a dû nettoyer et tout. Et en fait, du coup on regarde tout le temps, tu vois. Des fois ma copine elle me dit putain t'abuses, il reste une tache et tout machin. Et donc en fait on fait attention, tu vois. Donc non, de 1, on les a jamais remarqués. De 2, en fait, à l'endroit où c'est, tu vois, c'est pas proche du canapé, c'est pas proche de quelque chose sur lequel j'aurais pu monter pour attraper un truc ou quoi. C'est vraiment, en fait, au milieu d'une pièce où il y a rien, tu vois. Et enfin, chez nous, c'est tout petit, on n'a pas de... Tu vois, on mange sur la table basse du salon, on n'a pas de chaise et tout, j'aurais vraiment pas pu monter ou elle. Et surtout qu'en fait, on voit peu sur la photo, mais elle a des toutes petites mains, tu vois, c'est une femme. Et moi, j'ai des petites mains aussi pour un homme. Et elle, sa théorie, c'est que peut-être qu'on a été visité. Elle pense pas que ce soit mauvais. Voilà, c'est la fin de mon histoire. Ok, bah ouais, merci déjà beaucoup Lucas pour ça. Merci à toi. T'as l'historique de l'appartement ou maison, c'est quoi? En fait, moi j'habite juste à côté de Disney, et donc en fait tous les immeubles sont plutôt récents. Donc à moins que ce soit vraiment un truc, tu sais, genre dans la terre même, il n'y a pas eu 10 000 locataires, 10 000 propriétaires avant moi, donc... Bah, merci Lucas. Avec plaisir. Bah, merci d'avoir partagé ton témoignage. Cécile, Oui. t'es chaud pour raconter ton histoire? Oui. Allez, go. Alors moi c'est l'histoire de mon ancienne maison, à savoir que à l'époque j'étais maman célibataire, donc j'ai eu mon enfant très très jeune, j'allais avoir 24 ans. Et donc j'étais dans un petit appartement, mais je voulais vraiment que mon fils puisse avoir un jardin, profiter avec lui, m'écarter un petit peu de la vie parisienne parce que j'étais un peu en Ile-de-France et je voulais vraiment encore un peu plus m'écarter. Donc je commence à visiter des maisons. La maison, coup de cœur. Première visite, je me sens vraiment bien dedans, je m'imagine mon avenir avec mon enfant dedans. Il y a un grand jardin, la maison est très grande, donc je me dis ok. La première visite, je me sens bien dedans aussi. C'est ça, je fais attention à mon intuition. Pour la médiumnité, quand j'étais petite, j'ai toujours eu des choses médiumniques, des messages, des choses comme ça, mais je ne l'acceptais pas vraiment encore. Je le gardais vraiment pour moi, j'en parlais un petit peu autour, mais sans plus, je n'allais pas délivrer les messages facilement à cette époque-là. Et du coup, vraiment, je savais que le fait de me sentir quand même bien, c'est que c'était bon signe. Donc on emménage dans cette maison, les premiers mois, tout se passe bien. Avec mon enfant, tout va bien. Et même, je me sens vraiment épanouie dans cette maison-là. Et mon enfant se sent épanoui aussi dans cette maison-là. Donc je me dis, ok, enfin, il n'y a rien, tout va bien. Je rencontre une personne et cette personne-là emménage très vite à la maison. De là, je commence à sentir, enfin, ça n'a rien à voir avec cette personne, je pense, mais voilà, je commence à sentir des choses, une atmosphère très très lourde dans la maison. Déjà, ça commence par là, je me sens très fatiguée, je ne vais pas très bien et je tombe malade. J'ai quelque chose qui fait que je dois rester alitée pendant 6 mois. Donc c'est très long, c'est très embêtant d'être alitée pendant 6 mois dans un lit, quoi, surtout en tant que maman, etc. Après ça, je commence vraiment à sentir des choses dans la maison, c'est lourd, l'humeur ça va pas du tout.
Je me sens observée, mais je ne suis pas toute seule à me sentir observée. Il y a aussi la personne avec qui je vis à cette époque qui se sent aussi observée. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai mes animaux, j'ai plusieurs chats, j'ai un chien et mes chats ne viennent quasiment presque plus à la maison. Carrément, je dois Aller les chercher dehors carrément. Et au fur et à mesure, il y a des objets qui disparaissent. Et là, je me dis, c'est bizarre. Mais j'ai peur, donc je me dis, ok, c'est pas ça. Moi, dans mon monde, ça n'existe pas, ce truc-là. Je regarde pas les films vraiment d'horreur, je regarde que les threads. Les threads d'horreur, d'accord. Comme ça que... Mais sinon, les trucs paranormaux, les histoires paranormales, je veux vraiment m'en éloigner parce que j'ai peur. J'ai une bague que je mets dans mon peignoir. Je prends ma douche, je remets mon peignoir. Elle est plus là. Je l'ai cherchée pendant 3 mois, cette bague. On l'a cherchée pendant 3 mois, cette bague. Dans les affaires sales, sur le lavabo. Je me dis, ok, on est étourdi, c'est pas grave. Je pose un livre à côté de mon lit, je m'endors. Le lendemain, le livre, il n'y est plus. Je me dis, ok, c'est pas grave, je ne l'ai pas posé dans le lit à ce moment-là. C'est pas grave. Je me dis, on est juste étourdi en fait. C'est juste ça le truc. Mais je commence quand même à me poser pas mal de questions. Et j'ai retrouvé la bague du coup, dans le peignoir où je l'avais posée. Okay. Et le peignoir, il a été lavé plusieurs fois, il a été fouillé plusieurs fois. Il a été remis donc. Inexplicable. Pas une vanne de ton copain, une petite blagounette, non? Non, au début, je me suis méfiée quand même. Ah ouais. Et je me suis dit, non mais vraiment au début, je me suis dit que c'est cette personne à cette époque-là. Ce village-là, c'était un petit village où j'habitais et faisait des brocantes. Lors de cette brocante-là, j'aime pas prendre en général les objets de brocante. Et du coup, à la brocante, je prends un jouet pour mon fils. Un petit robot plateau là pour emmener les choses. Et j'aurais, je pense, jamais dû. Parce que vraiment, mon fils commence à me dire, le jouet il me parle pendant la nuit. Je me dis, ça y est, on est devenu fou en fait. Je veux tellement éloigner le côté paranormal que je me dis, ok, on est devenu fou. Ça va pas du tout. Je lui dis, ok, mais qu'est-ce qu'il te dit le robot? Il me dit, il veut que je meure. Il veut qu'on meure. Et là... Oh le bâtard, ça m'a fait flipper. Et en fait, là, je me dis, ok, ça va pas. Je lui dis, je vais retirer le robot. Donc, ça continue comme ça. Et en fait, un jour, il m'appelle, il commence à crier. Il me dit, maman, je vois quelqu'un à la fenêtre. Et en fait, il me décrit la personne, il me dit que c'est une femme. Et en fait, j'apprends quelques jours après que la voisine, malheureusement, de 2 maisons après, était décédée. Mais moi, personnellement, j'occulte, j'éloigne, je veux pas en fait. Mais je me dis, à un moment donné, je vais devoir assumer et faire quelque chose. Parce que ça va de pire en pire, les objets disparaissent. Il y a des objets qui commencent à tomber. Il y a des objets qui bougent. Les lampes, elles commencent à péter. Au début, je me dis, bon, c'est juste une ampoule à changer, c'est pas grave. Mais vraiment, j'occulte quoi. La télé, les choses qui se mettent en route. Les brosses à dents électriques qui se mettent en route, j'ai beau les éteindre. Un jour, je suis dans le salon et là, je crois que c'est là où j'ai commencé à me dire ça va pas du tout. Je suis dans le salon, je suis posée sur le canapé, tout va bien et il y a mon chien là, mon fils dort et il y a la personne avec qui je vis à ce moment-là. Et moi, j'étais en train de dessiner, on était en train de chiller, tout va bien, il n'y avait pas de... Et là, mon chien, il commence à lever la tête, comme si qu'il avait entendu quelque chose. Et en fait, il y avait une porte-fenêtre qui donnait au jardin. Le jardin, il y a une terrasse que je peux allumer et je peux regarder ce qu'il y a. Mais par contre, le jardin continuait assez loin et on ne pouvait pas voir le bout. C'était en pente en plus. On avait beau allumer la lumière, la nuit, on ne voyait rien du tout. Et moi, à l'époque, je fermais jamais les volets, je m'en fichais. Des 2 côtés. Non mais vraiment... Non mais après j'ai fermé les volets du coup parce que je me suis dit, il y a quelqu'un, c'est pas possible. Mon chien regarde et il commence à grogner. Il ne faisait jamais ça, vraiment. Il commence à avoir les poils qui s'hérissent. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, comme il y avait la lumière dans le salon, dehors, je voyais pas, il faisait nuit. Donc je commence à regarder, j'ouvre, je me dis, bon, il n'y a rien, j'allume la lumière de la terrasse, il n'y a rien du tout, il n'y a personne. Parce que ça donnait sur les champs, donc je me dis, peut-être qu'il y a des jeunes qui passent, et puis voilà, c'est pas grave. Mais en fait, il n'y a rien. Je continue, je refais ma vie, je continue à faire les dessins. La personne avec qui je vis à ce moment-là était encore en train de faire ce truc. Puis à un moment donné, mon chien, il est resté allongé, il repose sa tête. Puis à un moment donné, il lève la tête. Là, il se lève d'un coup, comme pour attaquer.
Et là, je me dis, il y a quelqu'un dans le jardin, je commence vraiment à paniquer. C'était le soir aussi? En plus, l'ambiance là devait être vraiment flippante. Et le soir, il fait nuit. Tu vois rien du tout. Mon fils est à l'étage à ce moment-là. Je me dis, c'est mort. Et en fait, le chien, du coup, mon chien, commence à grogner et là, il va pour attaquer quelque chose, mais d'invisible. C'est très bizarre à expliquer, mais il va pas aller attaquer quelque chose qui est dans le jardin. Il va pas à la fenêtre. Il commence à aboyer, il commence à grogner vraiment comme je n'ai jamais vu mon chien comme ça de ma vie. Et là, il commence à essayer d'attraper quelque chose, mais hop, ça monte. Et en fait, il n'a pas réussi à attraper ce truc. Donc là, je commence à me dire, ok, ça va pas. Donc je vais pour me lever. Et là, mon chien, il reste statique, le regard un peu entre la baie vitrée et le plafond. Et en fait, la baie vitrée elle commence À trembler? Ah ouais. Je me dis, est-ce que c'est le vent? C'est impossible que ce soit le vent. Il n'y avait pas de vent, j'imagine, dehors? Il n'y avait pas de vent, il n'y avait personne de l'autre côté parce que du coup j'avais allumé les lumières pour regarder, on voyait la terrasse. Donc il n'y avait personne. Et là ça commence à... Mais fort, hein. Mais il n'y a rien d'autre qui bougeait. C'était pas un tremblement de terre en France, c'était il n'y a pas longtemps, c'était il y a 5 ans. Donc je cours, je monte à l'étage pour voir si mon fils va bien. Il n'y a rien, tout va bien. Je me dis bon, ça va pas, je vais dormir dans sa chambre, ça va pas du tout. Enfin vraiment là, je commençais vraiment à paniquer. Les choses continuent comme ça. Le soir, on se regarde un film et on entend... En fait, il y avait 3 étages dans la maison. Il y avait une salle de jeu, donc on était dans la salle de jeu en train de regarder un film et là on entend hurler. Aigu, mais dans la maison. Et en fait, on descend, rien. Un cri strident? C'est quoi, une femme, un homme? Un cri strident. Un cri très bizarre mais fort. Et en fait, ça vient et puis ça s'éloigne. Les événements comme ça vient, ça s'éloigne. Et puis je rencontre des personnes j'avais quand même une grande maison, donc je prends des colocataires. Donc avec ton copain, tu prends aussi des colocs, c'est ça? Oui. On avait plusieurs chambres. Ah d'accord, ok. Et il y a des personnes que j'ai connues, qui étaient en transition, donc voilà. Ça a duré quelques mois, c'était pas des vrais colocs. Ok. Mais ça a duré quand même quelques mois. Et là, en fait, je suis pas toute seule, on n'est pas tout seul à vivre ça, quoi. On commence vraiment à plus avoir la force de se lever, de sortir de la maison. C'est comme si on était emprisonné, en fait, quelque part. C'était plus la maison de la visite que j'avais le coup de cœur, c'était vraiment, l'atmosphère était lourde. Et un soir, on va se coucher, les colocataires, on va se coucher, on commence à dormir, il n'y a plus de bruit. Et là, on entend des pas dans le couloir. Et ça court, et on entend rire. Ok. Je me dis, ok, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Les colocataires partent au bout d'un moment, parce que c'est chaud, en fait. Et je me dis, je peux pas déménager, en fait. J'avais acheté la maison, en fait, je la louais pas. Donc je peux pas partir comme ça, mon fils allait à l'école, enfin, c'est compliqué. Qu'est-ce que je dois faire? Donc je parle à une copine à moi on parlait de spiritualité, elle savait que je recevais des messages, que j'étais médium, mais je l'acceptais pas encore, donc je le montrais pas, donc je le conscientisais pas vraiment, et puis j'avais pas appris à me protéger, enfin voilà. Et je me dis, ok, c'est pas possible. S'il nous arrive ça, c'est qu'il y a quelque chose, il faut que j'apprenne soit à me protéger, ou soit il faut que je demande de l'aide à quelqu'un, en fait. Clairement. Et donc c'est ce que ma copine me dit. Elle me dit, écoute, essaye certaines choses. Donc je lui dis, ok, j'ai un peu du mal à sortir, mais elle me dit, je vais te prendre des neuvaines. Tu vas tenter, tu vas prier. Je lui dis, écoute, moi je suis pas croyante, je suis pas chrétienne. Elle me dit, mais ouais, mais tente. Et j'ai une autre amie qui est musulmane et elle me dit, mets le courant à fond dans la maison, en fait. Ok. Et en fait, avant de tenter tout ça, je parle en vocal sur WhatsApp à ma copine. Et quand je parle, je suis une fille. J'avais une bibliothèque et en fait, il y a tout qui tombe sur moi. Mais que des choses comme ça. Mais vraiment, mais comme ça. La bibliothèque se met à tomber sur... Voilà, ça Exactement comme ça. Exactement Tout comme pareil. ça. C'est vraiment. Merci comme pour ça l'illustration, du coup. Sauf que là, les livres, ils viennent sur moi en fait. Toutes les choses qui viennent. Tu l'as encore le vocal? Ah non, ça fait 5 ans. Ok. Encore maintenant, s'il y a des choses comme ça, maintenant je sais me protéger, je touche du bois. C'est du faux bois. Merde. Je rigole. Et un soir, j'étais allongée et on entendait des bruits dans le couloir et on entendait tout le temps à 3h du matin. Ok. Et les 3 coups, à skip. Et j'ai su après, c'est vraiment pas bon. Les 3 coups, 3h du matin, c'est vraiment pas bon. Et en fait, on entend courir dans le couloir. Et moi, on n'en pouvait plus en fait. On était allongés, on était comme ça,
Ouais, il était 23h à ce moment-là. C'était pas les coups, c'était vraiment, on entendait dans le couloir les bruits de pas, les rires. Et en fait, on se dit, bon bah... Et là, la porte de la chambre, elle s'ouvre. Mon fils dort à côté. Ok. On dormait le plus souvent tous ensemble, hein, tellement on avait peur, mais là, il dormait à côté. La chambre d'à côté, la porte, elle claque. Et là, je dis à la personne avec qui je vis à ce moment-là, n'aie pas peur. Dors, t'inquiète, dors. Et en fait, je prends la couette et je lui dis tout va bien, quoi. Et la personne me dit mais non, mais là, ça va pas du tout, quoi. Je lui dis dors. Et en fait, pendant que je lui dis dors et de pas s'inquiéter parce que j'essaye vraiment de la rassurer, je sens quelque chose attraper mes chevilles. Mais vraiment. Oh la vache, ça c'est ouais, chaud. et je suis tirée. Ah là. Ouais, là, ça va pas. Ça c'est chiant. Putain. Et en fait, je suis pas tirée complètement hors du lit, il y a genre ça qui sort, quoi. Ok. Genre j'ai été tirée. Mais là, ça s'attaque à toi physiquement, quoi. C'est plus du tout rigolo. Ah, Ouais. mais déjà, Là, l'épisode c'est de l'armoire, drôle. c'était chaud, hein. Là, déjà la lumière, les choses comme ça, les cris, les bruits dans le couloir, ça me faisait vraiment flipper, les rires et tout ça. Mais par contre, le fait d'avoir été tirée, ça a plus du tout. Donc le lendemain, j'achète les neuvaines et je me dis pourquoi j'ai attendu autant de temps. C'est quoi la neuvaine, pour expliquer un peu aux gens? En fait, c'est une bougie qui dure 9 jours D'accord. avec une prière. Je lui disais, je suis pas croyante, je vais pas faire de prière, mais là j'étais tellement désespérée que j'aurais pu me mettre à genoux avec un chapelet. C'était ouais, non mais vraiment. d'accord. Donc pendant tous les jours, je devais prier. Je mettais même le Coran super fort. Je mettais des musiques tibétaines. On m'avait dit pas de sauge du coup, mais j'avais mis du benjoin et je faisais toute la maison comme ça. Et en fait, c'est parti. Parce C'est que... parti du jour au lendemain. Alors, du jour au lendemain, mais du coup, c'était le diable en Je fait. pense pas que c'était le diable parce que D'accord. honnêtement, je pense que j'aurais pas pu. J'aurais dû appeler un prêtre exorciste à mon Ouais, à à ce ce moment-là. Mais je pense qu'il y avait. On était dans les champs. Ça passe beaucoup dans les champs. Et j'acceptais pas ma médiumnité. Il faut savoir que ça a duré très longtemps. Et que pendant ce temps-là, moi, j'acceptais ma médiumnité petit à petit en fait. Et à partir du moment où j'étais plus affirmée là-dedans, où j'apprenais à me protéger et j'apprenais à me dire ok, je suis assise sur mes positions, faut que j'essaye de comprendre certaines choses, mais j'allais jamais faire de planche de Ouija comme ça. Par contre, j'ai appris quelque chose plus tard par rapport à ça. J'étais dans le jardin avec la personne avec qui je vivais à ce moment-là et mon fils. Et en fait, tout au bout du jardin, donc c'était des champs et c'était pas clôturé, donc on partageait vraiment, c'était un gros jardin et on partageait le jardin avec d'autres voisins. Et là, il y a la voisine qui arrive, forcément elle avait entendu, je lui ai raconté, il y a des trucs bizarres quand même qui se passent. C'est elle qui m'avait appris le décès de la voisine d'à côté, donc voilà. Et là, on était chill et tout va bien, on prenait l'air et là, il y a la voisine, elle vient et elle me dit ça va mieux, je dis oui, ça va. Et elle me dit alors, comment ça se passe? Je dis bah ça va, tout va bien. Et elle me dit et ta médiumnité? Je dis bah ça va pour l'instant, le monde des bisounours, tout va bien quoi. Elle me dit écoute, j'ai envie de t'inviter à une soirée. Je dis oui, mais c'est quoi comme soirée médiumnique? Je dis ah bon parce que moi, faut savoir que je fais vraiment pas de trucs comme ça. Ok. Et je lui dis mais ça consiste en quoi? Je veux savoir. Elle fait bah en fait ça fait quelques années qu'on fait ça, on se rejoint avec des copines du village, on se rejoint et on fait des soirées et on prend la planche de Ouija. Et là je me suis dit ok. C'est eux en fait qui ont provoqué ça, Ouais. qui ont fait venir ça chez toi. Horrible. C'est sûr. Pour moi, c'est un acte de dangerosité d'utiliser une planche de Ouija, en fait. Je me suis mise en colère contre elle et en fait, on ne s'est plus jamais parlé. Après, j'ai déménagé. Ah non, mais c'est trop grave de faire ça. Bah, parce qu'il y a des répercussions, du coup, et en fait, ils ont dû faire une soirée, ils ont dû appeler je sais pas qui. Ils ont dû mal fermer ou je ne sais pas ce qu'ils ont fait et en fait, il y a eu des répercussions. Oui, parce que tu dois refermer la séance après, et eux, ils ont peut-être pas dû faire ça bien. Et puis je suis convaincue que même si tu appelles avec une planche de Ouija, que tu utilises quelque chose, tu peux peut-être refermer, mais l'entité que tu as appelée est peut-être plus forte que toi et juste dire merci, au revoir, ça suffit pas, je pense. Et merci beaucoup, Cécile. Avec plaisir. Merci pour ton histoire. Là, ça va mieux. Ça va mieux actuellement là? Ouais. Beaucoup mieux? Oui, j'ai dit à mon fils que je venais et pourquoi je venais, qu'est-ce que je venais Il a faire. dit quoi du coup? Il a dit ah oui, avec la personne en fauteuil roulant. Parce que lui aussi est Ouais. médium, a des dons comme toi. Je pense, ouais. Il a quel âge? Il a 11 ans.
À 11 ans, tu t'inventes pas des trucs comme ça. Donc en vrai, est-ce que quand il grandira, tu peut-être lui parleras de ce don-là qu'il a et peut-être tu l'aideras, peut-être? S'il choisit, oui. Bien sûr que je l'aiderai, mais s'il veut pas, Ok. il y a pas de... En fait, chacun son chemin, j'ai envie de dire. Merci Cécile, c'est très beau, très émouvant comme témoignage, surtout flippant, mais aussi émouvant sur la fin avec ton fils, c'est cool. On est bon les filles? On est bon Lucas? Bon, j'attends que Christian s'installe tranquillement pour vous raconter ma petite histoire. Donc vous allez voir, rien du tout de personnel, hein. C'est quelque chose qui est arrivé à une personne et ça s'est passé pendant la guerre. On est voilà, pendant l'occupation allemande, donc on est dans une famille, pour vous contextualiser un petit peu. Cette famille, elle est très noble et elle vit dans un très grand manoir. Dans la famille, on y retrouve le fils aîné qui s'appelle Jean et on y retrouve le père qui s'appelle Paul. On a aussi deux femmes dans la famille. On a Jeanne, la petite sœur de Jean, et on a la maman qui s'appelle Marie. Et les deux femmes de la maison, donc Marie et Jeanne, sont hyper ouvertes aux gens, elles adorent les humains en général, quoi. Elles sont compatissantes, comparées aux deux autres, les deux garçons de la famille qui sont un peu bourrins et ils aiment pas trop les gens qui sont pas dans les valeurs de l'armée, enfin qui sont pas patriotes, quoi. Détail qui sera très important pour la suite. Un soir d'hiver, il y a quelqu'un qui va frapper à la porte. Du coup, ça va un peu effrayer la famille. Du coup, ils vont vite se diriger vers la porte, ils vont ouvrir. Et là, ils vont voir quelqu'un qui tremble. Il est vraiment horrifié et il dit qu'il a envie de fuir la guerre, qu'il veut plus se battre et qu'il a juste envie de trouver un petit abri, quoi. Cet homme-là, c'est un déserteur et Jeanne, elle va rester bouche bée devant le mec parce qu'en fait, ce gars-là, c'est Lucien. Et Lucien, en fait, c'est un ami d'enfance à eux. Elle le reconnaît. Elle est hyper contente de le voir. Elle est aussi assez confuse de le revoir ici parce qu'en fait, à l'époque, il faut savoir, ils avaient une petite relation cachée tous les deux. Voilà, ils s'aimaient bien. Jean, lui, va le voir. Il va pas être content. Ils ont les valeurs de l'armée et quelqu'un qui abandonne son équipe au front, ils vont trouver ça vraiment limite, quoi. Et ils vont vraiment pas être contents de le voir là. Lucien, il demande s'il peut être dans leur maison, voilà, le temps de quelques jours, quelques mois, il sait pas trop en fait. Il sait pas trop parce qu'il a pas d'endroit où aller, il a froid, il est frigorifié, on est en plein hiver, c'est vraiment des conditions affreuses, quoi. Il réfléchit, Jean il a pas envie. En revanche, Jeanne elle dit allez s'il te plaît, au pire des cas c'est moi qui m'en occupe, je vais le nourrir, je m'en occupe, quoi. Vraiment tu n'as rien à faire, vous n'avez rien à faire. Là il est un peu plus content parce qu'il a pas envie de s'occuper d'un mec qui déserte la guerre, donc il va accepter. Bon, trop bien. Le temps passe et donc lui il va loger où? Eh bien dans la cave. Au sous-sol, ils ont une petite cave qui est vraiment toute petite, quoi, et où il n'y a rien pratique, il y a juste une chaise. Vraiment, c'est assez étroit. Donc voilà, il va être nourri par Jeanne dans cet petit espace. Ça va être assez horrible, hein. Vous imaginez les conditions. Dans la cave, il fait froid. Il est nourri une fois par jour. Voilà, pas idéal, quoi. Et entre-temps, Lucien, il va, au fur et à mesure que le temps passe, commencer à retomber un petit peu amoureux de Jeanne. Voilà, ils vont souvent être là, discuter. Elle va passer pratiquement la journée dans la cave pour être avec lui. Le temps passe. Et là, malheureusement, Jeanne... Il y a une triste nouvelle qui va lui être annoncée. Elle va aller voir plusieurs médecins. Elle ne comprenait pas pourquoi elle était beaucoup malade, beaucoup de fièvre. Elle a un cancer. Après avoir appris cette nouvelle, quelques semaines vont passer et elle va malheureusement décéder. Alors là, vous imaginez l'état dans lequel va être Lucien, il va être complètement dévasté. C'était la seule personne avec qui il voyait un avenir. En plus, c'était le temps de guerre, tout était déprimant. Là, il disait, bon, c'est mon seul échappatoire. Elle part. Il est vraiment dévasté, il est en déprime totale. Mais pourtant, il n'a pas envie d'aller dehors parce qu'il est vraiment effrayé de la guerre, quoi. Il n'a vraiment pas envie d'y retourner. Il est traumatisé, il n'a plus envie de tuer de personnes, quoi. Donc là, nous sommes en 1915, quand ça se passe, quand Jeanne décède, pour vous préciser un peu la date dans laquelle on est. Et donc, il va rester dans la maison, lui. Il va continuer, à être dans cette cave la journée. Sauf que le soir, il remonte. Parce que eux, ils ont la flemme, encore une fois, de se déplacer pour lui. Ils ne vont faire aucun effort pour le déserteur. Il a déserté la guerre, c'est inadmissible, donc ils vont faire aucun effort. On est en 1945, donc lui, plusieurs fois, Lucien, il montait à l'étage pour manger. Voilà, ça se passait très bien, vraiment très très bien. Et là, un beau jour, Jean, il va commencer à développer un peu de sadisme envers lui et il va vouloir un peu le torturer psychologiquement. Il va lui dire que la guerre est terminée pour très vite après lui dire en fait que pas du tout. Ces bruits me rendent complètement fou. Il va lui dire que la guerre est terminée un beau jour, donc en 1945, quand la guerre est réellement terminée,
Sauf que quelques jours après, il va lui dire non, en fait, la guerre n'est pas terminée. Il va descendre Didou à la cave pour lui dire, ce qu'il ne faisait pratiquement jamais. Il va lui dire ça. Alors lui, il va être complètement livide. Lucien, il va pas comprendre. Il va faire mais tu m'as dit que c'était fini. Et là, il est dévasté, il est déprimé et il ne répond même plus. Il reste, voilà, assis sur sa chaise et il attend. Il attend que ça passe du coup. Jean lui dit que ça va durer encore 5 ans. Et là, il est en mode oh là là, putain, 5 ans encore la cave, mais c'est pas possible, je vais pas tenir dans cette cave. Enfin, vous imaginez les conditions, c'est absolument abominable quoi, de laisser un humain comme ça. Et ce qu'il va faire pour un petit peu lui donner l'illusion qu'il y a encore la guerre, il va mettre en place plein de stratagèmes. Il va faire péter dans le jardin plein de feux d'artifice pour lui faire penser que c'est des bombardements allemands. Il va même faire venir des acteurs, donc des copains à lui qui font les policiers, voilà, qui parlent de l'occupation allemande, hein, alors que c'est pas vrai du tout, hein, c'est complètement de l'acting. Et donc voilà, ça va être vraiment une vie horrible pour lui. Il va quand même continuer le soir très vite à manger. Voilà, il a quand même peur de tomber sur un soldat allemand qui vient dans la maison, donc il va vite manger son souper et vite repartir dans la cave. Voilà, il mange vraiment en 10 minutes quoi. On est maintenant en 1950 et tout ça va s'arrêter. Il va finir par arrêter un peu son jeu. Pourquoi ? Vous allez me demander. Eh bien parce qu'en fait, on va plus avoir de nouvelles du déserteur. Lucien, il ne va plus jamais remonter. Là, ça faisait déjà 2-3 semaines qu'il remontait plus quoi. Donc un jour, en 1950, là, Jean, il va se dire mais qu'est-ce qu'il fait ? Bon, je vais quand même aller le voir parce que, imagine, je sais pas moi, il lui arrive un truc ou quoi. Bon, il va voir. Il descend les escaliers. Avant d'ouvrir la porte, dites-vous, il sent une odeur immonde, comme s'il y avait quelqu'un de mort dans la cave quoi. Donc il ouvre la porte. Et là, il voit une image complètement horrible. Il voit Lucien pendu dans la cave et son corps est comme décomposé. C'est limite des restes un peu squelettiques. Ça pue la chair humaine. L'image est atroce, l'odeur aussi. Et le plus horrible dans tout ça, c'est qu'il va voir un petit meuble. Et sur ce meuble, dans la cave, il y a une lettre. Et cette lettre, il va l'ouvrir comme ça. Et il va voir que c'est Lucien qui l'a écrite en fait. Et il va trouver ça un petit peu bizarre parce que la lettre, elle a été écrite en 1915. Bon, du coup il va la lire et dans la lettre il est marqué ceci. Je n'en peux plus, la guerre dure depuis trop longtemps. Chaque nuit, j'entends les bombes exploser, j'entends les soldats hurler. Je suis vraiment fatigué, j'ai envie juste de retrouver Jeanne. Si quelqu'un trouve cette lettre, que la guerre soit terminée ou non, dites à Jeanne que je l'aimerai toujours. Je vais d'ailleurs la rejoindre, je n'ai pas d'autre solution que la mort. Il a écrit cette lettre en 1915. Pourtant, Lucien est monté avec eux manger. Bizarre comme il s'est apparemment suicidé en 1915. Il a écrit une lettre de suicide. Alors, qui était la personne qui venait finalement manger tous les soirs avec eux et qui parlait pas forcément ? Eh bien ça, la famille, ils ne le sauront malheureusement jamais. Bah bravo. Merci à vous d'être venus, ça fait plaisir d'écouter de s'être rencontré ces petites histoires. C'était vraiment trop cool, j'ai trop kiffé. Est-ce que vous avez passé un bon moment ? Ouais, Oui. super sympa. Vous avez kiffé ? C'est le plus important. Merci à Mirella, à Cécile et à Lucas d'être venus sur ce tournage, c'était juste trop cool. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles histoires paranormales et de nouveaux témoignages. Voilà, on essaiera de varier pour les prochains épisodes, voilà, les histoires. C'était Léo et tout le monde ici. À plus. Танкодрот, я не знаю, мы о чем-то разном говорим. Я на стримах, когда я говорю, мне приснился сон, я говорю, мне приснился сон, и это значит сон. Я не запойная лост, как бы, у меня нет зависимости никакой. Так, я знаю, что это вредно, но что поделать, я это делаю в целях экономии. Доедаю мороженое, не доевшее, да. Я обожаю растаявшее мороженое, да. Это специфика мозга, ты очень много думаешь, озвучиваешь, вот все проигрывается. Нет, это тревога и тревога ситуационно обусловленная и ПТСР. Это никакая не специфика мозга, это болезнь, ребят. И, конечно, это еще связано с тем, что я просто эмоциональный человек и ответственный, я там все обдумываю, это понятно. Но у меня просто иногда до безумия какого-то доходит мое состояние. Да. Вот, оставь песню. А вы можете ее заказывать за Пало каналом. Я
в последнее время я почему-то пропавшую виду, понимаете, что? Так, объясните мне, вот эти вот забаненные стримеры, а их забанили, потом их разбанили, и шо, как их наказали сейчас? Я ничего не поняла. Их надо смотреть, или что, их не надо смотреть, я не поняла, ребят. А что с ними сделали?